Hier, nous avons fait un cours de méthode de la dissertation de philosophie, cours qui n'a pas pu être enregistré à cause de ma négligence, j'avais oublié mon ordinateur, mais cette séance, ci sera enregistrée. J'ai demandé à vos camarades qui sont en face de moi en ce moment de partager leurs notes sur le groupe Snap du groupe HLP, ou de la classe, de vos classes. Et s'ils ne le font pas, ils auront de mes nouvelles d'ici le conseil de classe. Suite du cours, donc de méthode. Nous avons vu hier les éléments principaux de l'analyse du sujet, de la problématisation. Ok, ça a même donné lieu à une note brillante de Morgane à l'oral. Nous allons poursuivre ce cours de méthode, ça va nous prendre à peu près 1 heure, on verra. Parce que j'ai vraiment envie de vous faire une disserte un jour. Voilà. Je pense que, étant donné qu'on est en contrôle continu, je ne vais pas m'en priver. Je vais faire de vous des élèves de philosophie, même si ça doit vous tuer. Alors, suite du cours de méthode, donc, il va falloir rédiger à partir de ce qu'on a fait hier et pour aujourd'hui, une introduction. Quels sont les éléments de l'introduction d'une dissertation de philosophie? Alors, je vous donne les étapes dans l'ordre chronologique et ensuite je vous donne des conseils de méthode. Il y a trois grandes étapes, 3 ou 4 grandes étapes dans une introduction de dissertation de philosophie. La première étape, qui est totalement optionnelle et qui est vraiment très peu importante, c'est ce qu'on appelle l'accroche. L'accroche, c'est la mise en situation de ce qui va être le problème dans un exemple. Pour notre sujet, toute vérité est-elle bonne à dire? On peut, par exemple, je ne sais pas, euh, envisager la situation de quelqu'un qui aurait un terrible secret qui lui pèse sur la conscience, qui pourrait potentiellement détruire la vie de quelqu'un, et qui se demande si il doit le dire. Et donc ça serait intéressant parce que d'un côté, le mensonge va détruire progressivement son âme, mais en même temps, le fait de garder la vérité pour lui va sauver une autre personne. Okay. Je pense qu'on a tous vécu ce genre de situation, ou en tout cas, si vous ne l'avez pas encore vécu parce que vous êtes très jeune, ça viendra. C'est la question du secret. C'est la question du secret. Okay. Donc c'est très bien quand l'exemple est tiré de la littérature classique. On fait des cours d'humanité classique, c'est quand même pas pour du beurre. Euh, Interdiction globale de citer 2 types d'œuvres dans une dissertation de philosophie. Premièrement, les dessins animés de Walt Disney, et deuxièmement, les mangas. Ça, vraiment, les profs de philo n'en peuvent plus des références constantes aux mangas. Alors, je sais pas, moi, vous avez la princesse de Clèves, par exemple, qui met en scène cette situation-là. Madame de Clèves est éperdument amoureuse, non pas de son mari, ce sont des choses qui arrivent, mais du duc de Nemours, et elle refuse catégoriquement de confier son amour à celui qu'elle aime, à l'homme qu'elle aime, non seulement du vivant de son mari, mais
jusqu'à la tombe, hein. Elle ne cédera pas, elle ne cédera jamais au duc de Nemours. Et elle emportera dans la tombe. Et ça va la tourmenter. Ça va la tourmenter jusqu'au bout. Ça, c'est un exemple qui permettrait de mettre en scène le problème. Alors, la difficulté de l'accroche, c'est que généralement, c'est beaucoup trop long. Ça finit par faire les trois quarts de l'introduction, alors qu'en fait, ce n'est que de la mise en scène. La deuxième étape, qui peut constituer parfaitement la première étape de votre introduction, si vous décidez de ne pas faire d'accroche, ce qui est une décision qui est parfaitement justifiable, c'est l'analyse conceptuelle du sujet. Okay, c'est ce travail que nous avons fait sur la notion de vérité, sur la notion de parole et surtout sur la notion du bien. Troisième étape, ou deuxième, c'est selon, de la dissertation, la problématisation, ce que votre camarade a fait. Et le problème prend toujours la forme d'une opposition entre deux thèses qui présentent chacune des difficultés qui lui sont propres, qui lui est propre, qui lui sont propres, pardon, je perds mon français, 6e heure de cours. Alors, la dernière étape, et c'est là qu'on va rentrer dans le dur de la méthode, c'est le plan, c'est l'annonce du plan. Et en fait, c'est là que je vais devoir vous parler de la méthodologie du plan. À quoi ça ressemble les plans que vous faites en français? Je suis sincèrement curieux. Oui, mais c'est quoi les axes? Ça correspond à quoi les axes? Je vous parle pas du commentaire de texte, je vous parle de la disserte. À des idées. Et ça correspond à quoi? Ah, mais vous faites plus de dissertation? Attendez. On est bien d'accord que le commentaire de texte et la dissertation, c'est pas la même chose. Vous n'avez pas encore fait de dissertation. Ah, d'accord. Pas en français. Alors, en histoire, globalement, c'est plan chrono. Ouais, globalement, c'est plan chronologique, hein. Enfin, c'est ce que j'avais appris en prépa. Sauf, vous avez quoi comme type de sujet? Ah oui, c'est vrai que vous faites plus vraiment d'histoire. Ok, donc effectivement, vous pouvez avoir deux types de plans, plan thématique et plan chronologique, en fait. Imaginons que vous ayez les citoyens sont-ils mieux informés aujourd'hui qu'hier. Vous n'avez même pas des bandes chronologiques là. D'accord, ok. Ok. Bon. Euh, Bah là, le plan chronologique se justifierait, à vrai dire, si je puis me permettre. Puisqu'on fait le sujet indique une comparaison en fait entre des époques distinctes. Le plan thématique, si vous voulez, c'est pour quelque chose du genre, je sais pas moi, euh, la droite en France, typiquement. Et là, vous devez dire, bah, ça va pas marcher avec un plan chronologique parce qu'il y a des familles de la droite qui sont tellement différentes qu'il faut faire des plans thématiques. C'est comme ça qu'on m'avait appris à faire un plan en histoire. Soit il y a une grande hétérogénéité chronologique, à ce moment-là, il faut faire un plan chronologique. Soit il y a une grande hétérogénéité thématique, et à ce moment-là, il faut faire un plan thématique. En philo, c'est un petit peu différent. Je ne sais pas comment on va vous enseigner la dissertation en littérature. Euh, il faut dire que ça a pas mal changé en littérature. En littérature, on nous donnait une citation, il fallait disserter. Que pensez-vous de la situation, de la phrase de Paul Valéry, je ne sais pas moi, de Georges Bernanos, sur le théâtre, deux points, ouvrez les guillemets, et il fallait disserter. En fait, il fallait faire, en gros, il fallait faire un mini commentaire de texte sur une phrase.
Ça ressemblait un petit peu à ça, la dissertation de littérature. C'est un petit peu différent en philosophie. Alors, je vais essayer de vous exposer la logique qu'il y a derrière le plan sacro-saint des philosophes, le plan en 3 parties. Déjà, une dissertation de philosophie, c'est, et ça ne peut être, que 3 parties. Okay, je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est pas arbitraire. Les 2 premières parties sont censées reprendre l'axe du problème, les 2 côtés du problème. Et la 3e partie est censée résoudre le problème, apporter une solution à l'alternative constituée par le problème. Oui, les 2 premières parties sont censées reprendre l'axe du problème, et la 3e partie est censée apporter une solution au problème. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, quand même. On appelle ça un plan dialectique. La dialectique, c'est une dynamique logique qui consiste à trouver un 3e terme à partir de 2 termes. Autrement dit, à trouver une solution à partir de 2 termes. On a appelé ce plan le fameux plan thèse, antithèse, synthèse. Vous avez déjà entendu parler de ces mots. Thèse, antithèse, synthèse. Vous faites ça en quoi? En français? En spé-histoire. D'accord. Ok. Ça a changé la disserte d'histoire depuis la classe préparatoire. Ok. Thèse, antithèse, synthèse. Mais vous faites de l'histoire? En spé-histoire? Parce que c'est pas ça de l'histoire. Enfin bon, je veux pas me brouiller avec mes collègues d'histoire, mais c'est vraiment pas ça de l'histoire. Mais bon, c'est pas grave. Euh, Ah, d'accord, il y a des sciences politiques en fait. Bah, c'est plus vraiment de l'histoire. Ouais, d'accord, je comprends. Dans cette situation-là, c'est plutôt ce que à l'ENA on appelle les questions contemporaines. Euh, c'est plus vraiment de l'histoire. Il faut avoir une culture historique pour traiter ces questions, mais c'est plus vraiment une dissertation d'histoire à ce moment-là. C'est plutôt une question, typiquement ce qu'on fait à Sciences Po, effectivement. Ça n'est pas sans intérêt, et ce n'est certainement pas sans noblesse, mais ça prépare vraiment à un autre exercice que la recherche en histoire, c'est sûr, à une autre discipline. Thèse, antithèse, synthèse, ok. Euh, alors là encore, je ne veux pas me brouiller avec mes collègues de spé d'histoire, mais il y a un problème avec ce type de plan. L'exigence minimale de la rationalité, c'est la non-contradiction. Quelqu'un qui se contredit tout le temps et quelqu'un qui ne dit rien, littéralement. Se contredire, c'est dire le contraire de ce qu'on a dit avant. Et par conséquent, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. On ne sait pas si la vérité se situe dans la première ou dans la deuxième partie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Quand vous avez montré dans un débat, quand vous montrez que votre interlocuteur se contredit, dit une chose puis son contraire, game over. Vous avez gagné. En fait, vous n'avez pas besoin de dire grand-chose dans un débat. Il suffit de laisser parler l'adversaire, de montrer qu'il se contredit, et vous le décrédibilisez, vous l'humiliez. C'est pour ça que ce plan, c'est vraiment pas une bonne idée d'un point de vue strictement logique.
et là encore, je ne veux pas empiéter sur les plates-bandes de mes collègues, mais c'est ma position et je la partage, comme dirait Georges Marchais. Effectivement, un plan qui se contredit dans ces deux premières parties, avec une troisième partie qui dit peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est un petit peu des deux, etc., etc., c'est pas un bon plan. Donc, le premier critère de ce plan, du plan en philo, c'est qu'il ne doit pas se contredire. Si votre plan, c'est dans une première partie, on verra que oui, dans une deuxième partie, on verra que non, normalement, on vous note sur votre troisième partie, puisque les deux premières parties ne servent strictement à rien. Les deux premières parties ne sont pas de l'ordre d'un discours rationnel. Un discours rationnel, c'est un discours qui ne se contredit pas. Si vous assumez pleinement et dès l'annonce du plan de vous contredire, c'est assez mal barré pour la suite, forcément. Premier critère de la rationalité, la non-contradiction. Vous ne direz pas à mon collègue que c'est moi qui vous l'ai dit. Mais j'ai raison. C'est comme ça, hein. C'est pas grave. Deuxième critère du plan, et c'est un critère qui est pas logique, mais qui est rhétorique, il ne faut pas vous répéter. Et je vous jure que ça arrive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le point de départ de votre copie et le point d'arrivée soient le même. Si votre première partie et votre troisième partie sont identiques, il y a un problème. Et troisièmement, il faut que votre troisième partie parvienne à une conclusion, à une solution. Au fond, la troisième partie doit être conclusive. Alors, comment s'y prendre? Je vous ai dit que les deux premières parties devaient reprendre l'alternative du problème, la troisième partie résoudre cette alternative, trancher dans cette alternative. C'est un conseil qui doit s'exposer à au moins deux difficultés. Premièrement, étant donné que le problème, c'est littéralement une contradiction, et que vous me dites, monsieur, qu'il ne faut pas se contredire dans l'annonce du plan, comment est-ce qu'on va faire? Et deuxièmement, s'il faut trancher dans l'alternative, c'est-à-dire trouver une solution au problème, normalement, il y a une des deux parties, une des deux premières parties, qui va inspirer la troisième, forcément. C'est soit oui, soit non, dans la conclue. Donc c'est, d'une certaine manière, un double écueil à éviter. Vous comprenez? Le problème, c'est une contradiction. Le plan doit reprendre dans les deux premières parties les axes qu'on a trouvés dans le problème. Donc, premièrement, le plan risque d'être contradictoire. Et deuxièmement, la troisième partie doit trouver une solution. La solution, c'est soit oui, soit non. Une solution tranchée. Forcément, ça va être un des axes défendus dans une des deux premières, une des deux premières parties. Ouais. Ok. Alors, comment s'y prendre? Qu'est-ce qui ne se contredit pas? Ce sont des questions. Une question ne peut pas contredire une autre question. Et donc, plutôt de dire dans votre annonce de plan, conseil de méthode extraordinairement précieux que je vous donne, puisqu'on ne me l'a donné
que quand j'ai préparé l'agrégation. Plutôt que d'annoncer le plan sous forme d'affirmation. Dans un premier temps, on verra que. Dans un deuxième temps, on verra que. Enfin, on verra que. Parce que là, vous risquez de vous contredire. Vous allez dire, dans un premier temps, nous nous demanderons si. Puis, nous nous demanderons si. Enfin, nous verrons que. Et ça change tout. Ça change tout parce que si vous vous demandez, puis si vous vous demandez, vous ne pouvez pas vous contredire. Deux questions ne peuvent pas se contredire. Okay. Ça me rappelle une blague dans Rabbi Jacob, quand Louis de Funès dit « Mais si jamais on me pose une question et je ne peux pas répondre, qu'est-ce que je fais ?» Et son acolyte lui dit « Bah, vous avez qu'à répondre par une autre question, comme ça vous gagnez du temps. » Bah, c'est un petit peu ça l'idée. Vous ne pouvez pas tomber dans une contradiction si vous enchaînez les questions. Alors que si vous enchaînez les affirmations, oui. Okay. Et donc, si vous faites ça, vous comprenez l'esprit de la dissertation. L'esprit de la dissertation, ce n'est pas d'enchaîner des thèses, c'est d'abord et avant tout d'exposer des difficultés. On peut dire que l'esprit philosophique, c'est un petit peu comme la boxe, c'est l'art de trouver les problèmes. C'est l'art de chercher les problèmes et de les résoudre. Et donc, en fait, une copie qui commence par « on verra que », c'est une copie où on se dit bah, l'élève ne réfléchit pas en fait. Il ne s'interroge pas. Il ne se demande pas si ce qu'il dit est vraiment possible. Et c'est la première étape dans un raisonnement, c'est de se poser une question. Est-ce que ça va pour tout le monde? Quel était... Est-ce que vous pouvez me répéter votre problème? Pardon? Ah, c'est ça la question. Alors, faut-il dire je, faut-il dire on, faut-il dire nous? Ça n'a pas beaucoup d'importance à condition que... il y a deux conditions strictes. Premièrement, quand vous dites vous dites on. On, c'est la troisième personne du singulier. On est bien d'accord. Donc, si vous dites on, c'est on se demandera. Et pas on nous demandera. Okay, et c'est pas on se demandera si nous. Okay, quand vous commencez une phrase avec on, vous la finissez avec on. Ça, c'est une faute de français qui est particulièrement regrettable. C'est pas tout à fait la même chose de dire on s'ennuie et on nous ennuie. Ça n'a pas tout à fait le même sens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a... j'aime pas l'usage du jeu dans les dissertations. Quand vous voulez dire quelque chose en votre nom, vous dites nous. C'est un pluriel de majesté, c'est aussi une manière d'introduire de la distance à l'égard non seulement de ce que vous dites, mais surtout du correcteur. C'est une formule de politesse en fait. C'est une forme de politesse que de dire nous. Et je vous recommande l'usage du on pour désigner le reste des imbéciles. Okay, on peut penser que, mais nous pensons que. Okay, on, c'est les autres, nous, c'est nous. Voilà. Le jeu, pour plein de raisons en fait, je ne le recommande pas dans l'usage
de la dissertation. C'est assez difficile à manier. C'est vraiment pas essentiel. Mais bon, c'est jouable. Mais à ce moment-là, n'utilisez jamais le jeu comme un pronom personnel. Il faut que ça soit le pronom le plus impersonnel qui soit, en fait. C'est-à-dire que le jeu doit pouvoir être incarné par le correcteur, par n'importe qui. Ok. C'est pas je vais vous raconter une anecdote. Est-ce que c'est bon? Euh, Est-ce que vous pourriez, donc je reviens à l'assaut, est-ce que vous pourriez me redire le problème que vous avez, que vous m'avez lu au début du cours? Bah, ce que vous avez lu. Ouais, exactement. Stop. Et ensuite, je poursuis. Donc, vous avez d'un côté, non, on est d'accord. D'un côté, toute vérité n'est pas bonne à dire. Comment est-ce que vous allez formuler le plan de la première partie? Ok. L'annonce de la première partie. Eh bien, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez prendre cette affirmation et vous allez la retourner en question. Faut-il préférer, faut-il préférer, dans un premier temps, nous demanderons, ok. Dans un premier temps, nous demanderons s'il faut préférer le devoir moral de vérité à l'absence de conséquences fâcheuses. Oui, dans un premier temps, nous demanderons s'il faut préférer le devoir moral de vérité aux conséquences fâcheuses de la véracité. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour autrui. Aux conséquences fâcheuses de la véracité, non seulement pour nous-mêmes, mais pour autrui. Est-ce que vous pouvez lire la suite de votre problème, s'il vous plaît, quand vous aurez fini d'écrire? Alors, dans un second temps, puis, si vous préférez, puis c'est très bien, puis nous nous demanderons si la vérité ne constitue pas la norme logique, la règle logique de tout discours.
enfin nous verrons que. Et nous verrons que quoi? C'est ça qui va faire l'originalité de votre dissertation. C'est-à-dire que vous allez devoir trouver une solution au problème. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Est-ce qu'il faut choisir la vérité plutôt que, dans certains cas, le mensonge? Il va falloir trancher cette question dans la troisième partie. Alors, l'exigence que j'ai pour la troisième partie, et qu'en vérité tous vos professeurs de philosophie auront pour la troisième partie, c'est précisément que ça ne peut pas être une synthèse. Ça ne peut pas être un peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Okay, ça, il faut le noter. La troisième partie ne doit pas être contradictoire ou relativiste. Hein. Quand la conclut, quand la troisième partie, quand la conclusion dit chacun son avis, on ne peut pas savoir, ça dépend des cultures et autres foutaises, on sait que la dissertation est nulle. Vraiment, hein, ça se vérifie dans 99% des cas. Quand la conclusion est ratée, la disserte est ratée. Parce que, d'une certaine manière, c'est comme... certes, dans certains cas, vous pouvez vous tromper à la dernière étape d'une démonstration de mathématiques. Mais quand vous plantez, en fait, dans un calcul, c'est généralement une erreur qu'on peut trouver en amont, voire différentes erreurs à différentes étapes. Quand la conclusion n'est pas bonne, hein, comme on dit sur YouTube, c'est que les calculs sont pas bons, Kevin. Ok? Donc, la conclusion doit être nuancée, certes, mais elle doit être tranchée. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir dire oui ou non. Oui à certaines conditions, non à certaines conditions, mais il faut que la réponse soit claire. À vrai dire, c'est vraiment un soulagement, et je sais de quoi je parle, hein, puisque j'ai fini de corriger mes copies de dissertation de terminale. C'est un soulagement de lire une bonne conclusion dans une copie de philosophie. C'est souvent pas le cas. C'est rarement le cas. Ok, alors, maintenant, méthode pour chaque partie. Je vous ai donné la méthode des 3 parties. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une partie? Le diable est dans les détails. 3 parties, 3 paragraphes par partie. C'est comme la valse. Tout est en 3 temps dans la dissertation de philo. Rythme ternaire. Et vous allez comprendre, il y a une logique interne à la partie de dissertation. Premier paragraphe de chaque partie, vous allez commencer par exposer la difficulté de la partie. Une partie commence par une question. Et vous allez expliquer dans le premier paragraphe pourquoi elle se pose. Autrement dit, vous allez traiter votre début de partie comme un nouveau sujet de dissertation. Et vous allez, dans le premier paragraphe, problématiser tout simplement. Et illustrer cette difficulté dans un exemple. C'est pour ça que j'aime pas trop l'accroche en introduction, parce que vous sacrifiez un bon exemple pour rien en fait. Deuxième paragraphe. Vous avez posé une question dans le premier paragraphe. Qu'est-ce que vous allez faire dans le deuxième, à votre avis?
Ça coule de source. Merci. Répondre à la question. Il faut participer, c'est très bien. Répondre à la question, effectivement. Comment est-ce que vous allez répondre à la question quand vous aurez fait de la philo, vraiment, c'est-à-dire l'année prochaine, 4 heures par semaine? Vous allez répondre à cette question à l'aide d'un argument. Un argument que la lecture des textes de philosophes vous apportera, sur un plateau le plus souvent. Les questions qu'on vous pose en dissertation sont des questions qui sont de vieilles questions et sur lesquelles les philosophes ont beaucoup écrit. Ben voilà, hein. Ça sert à ça, un philosophe, ça sert à être exploité, utilisé, pressé comme un citron pour ses arguments. Un philosophe, c'est une machine à arguments. C'est tout. Donc vous répondez à la question, vous justifiez cette réponse à l'aide d'un argument, de 2 grands maximum, et le plus souvent ces arguments sont tirés d'un auteur, mais ce n'est pas une obligation. La référence, si vous voulez, n'est absolument pas le gage d'une bonne note en philosophie. C'est pas le gage non plus d'une mauvaise note. Ce qui importe, c'est d'utiliser une référence, okay, de ne pas se planquer derrière. Troisième paragraphe. Pourquoi il faut passer d'une partie à l'autre? Précisément parce que la réponse que vous allez apporter dans la première partie, puis dans la deuxième partie, ne va pas suffire. Donc à quoi va servir le troisième paragraphe? C'est ce qu'on appelle une transition. Okay. 2 étapes dans le troisième paragraphe. Première étape, un bilan, c'est-à-dire un bilan positif. Vous montrez en quoi l'argument du philosophe ou votre argument permet effectivement d'adopter un point de vue sur le sujet directement. Mais vous allez montrer que cet argument présente une difficulté, et si vous vous débrouillez très très bien, cette difficulté, c'est la deuxième partie. Okay. C'est pour ça, bon, je finis la méthode du plan et ensuite je vous donne des conseils. Ça va être la même chose pour la deuxième partie. Même schéma logique pour la deuxième partie. Même schéma logique pour la troisième partie, sauf que pour la troisième partie, il n'y a pas de troisième paragraphe. Pourquoi? Parce que troisième partie, c'est la fin. Il n'y aura pas de transition vers autre chose. Okay. Au fond, le troisième paragraphe de la troisième partie, c'est la conclusion. Bon, on expédie la méthode de la conclusion. La conclusion ne sert strictement à rien, c'est décoratif. Ou plutôt, la seule utilité que peut avoir la conclusion, c'est normalement de permettre au correcteur de voir si le candidat a pigé ce que c'était qu'une dissertation de philosophie. Le plus souvent, le correcteur, en tout cas certains correcteurs le font, lit l'intro, lit la conclue. Si l'intro est bonne, la conclue est bonne, il y a de fortes chances que ce qu'il y a entre les deux, ça ne soit pas complètement nul. Okay, donc ça permet de se faire une idée rapide du contenu de la dissertation. Qu'est-ce que c'est qu'une conclusion? La conclusion, c'est la réponse synthétique à la question de la dissertation. Ce n'est pas un résumé des épisodes précédents. C'est légèrement insultant en fait quand dans la conclue, on a dans une première partie on a vu que, dans une deuxième partie on a vu que, dans une troisième partie on a vu que. Bah oui, je suis pas débile, je viens de vous lire. Okay, et j'ai pas encore Alzheimer. Oui, la conclusion c'est une réponse synthétique à la question de la dissertation. Ce n'est pas un résumé des parties.
C'est pas dans un premier temps on a vu que, dans un deuxième temps on a vu que, dans un troisième temps on a vu que. On vous a posé une question, on attend une réponse qui soit claire et argumentée. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que n'est pas une conclusion? Ce n'est pas un résumé des épisodes précédents, et surtout, par pitié, ce n'est pas une ouverture. Une conclusion, c'est fait pour conclure. C'est pas fait pour ouvrir. Donc pas d'ouverture en conclusion. C'est the end, la fin. Comme on voyait au temps jadis quand les salles de cinéma étaient ouvertes. D'ailleurs, il faut remarquer que maintenant, les producteurs ont tellement envie de faire de l'argent qu'on ne voit plus jamais le mot fin à la fin des films, puisqu'il peut toujours y avoir une suite. Nous, on ne veut pas de suite. On lit une dissertation, ça nous suffit. Quelques conseils de méthode. Pour l'introduction, ça sonne à quelle heure? Ça sonne dans 2 minutes? On laisse béton les conseils de méthode. Parce que là, ça sert à rien, ça rendra le propos confus. Voilà, bon week-end.